Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au deuxième débat confiné de Il fera beau demain. Retournerons-nous au bureau après la crise, tous les jours, ou serons-nous devenus des adeptes du télétravail? La crise actuelle bouscule en tout cas l'organisation du travail et accélère la digitalisation. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience forcée? Alors si aujourd'hui télétravail, tout en devant gérer des jeunes enfants à la maison, est un enfer pour certains d'entre nous, le télétravail ne peut-il pas être une solution pour demain? Est-ce la réponse au bouchon? Est-ce un moyen de réduire le stress au travail? Est-ce un moyen de concilier notre vie professionnelle et notre vie privée? Ou au contraire, est-ce la porte ouverte à une intrusion permanente de notre travail dans notre intimité? On en parle ensemble pendant une heure avec Romina Longo. Vous êtes fondatrice et CEO de Euphoria, une société spécialisée dans l'intérim management et le recrutement. Bonjour Romina. Bonjour. Christophe Cocu, vous êtes directeur général de la Ligue des familles. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Lisa Lombardi, vous êtes conseillère en entrepreneuriat PME numérique à l'Union wallonne des entreprises. Bonjour Lisa. Bonjour. Et Olivier Valentin, vous êtes secrétaire national du syndicat libéral. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook. Damien Voli viendra nous faire part de vos questions et de vos commentaires. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Alors, nous espérons que la technique suivra et que tout se passera aussi bien que la semaine dernière. Toutes mes excuses, en tout cas en cas de coupure. Ce mode de débat reste assez expérimental sur le plan technique pour chacun d'entre nous. Mais commençons sans plus attendre avec vous, Romina. Vous êtes spécialisée dans les nouvelles organisations du travail et avez écrit de nombreux articles dans le domaine. Dernièrement, vous avez publié dans l'Écho une carte blanche dans laquelle vous expliquez que la crise actuelle va accélérer la digitalisation des entreprises et apporter à terme plus de bénéfices et de bien-être. Vous êtes donc favorable au télétravail? Oui, je suis favorable. Oui. Donc, je suis favorable évidemment, et après j'en reverrai sur la situation, parce qu'aujourd'hui on se retrouve quand même dans une situation un peu spéciale, hein, avec un lockdown totalement, avec les enfants et la famille dans la maison. Mais il y a 3 semaines et nous voilà en train de télétravailler d'un jour au lendemain. Il y a pas mal de sociétés qui n'étaient pas encore prêtes et on n'avait pas le choix. Je pense que là, on a dû le faire tous, obligés, et je pense que pour ça rend quand même la situation plus productive pour certaines choses. Si on regarde à ce jour comment on fait les réunions, évidemment, pour le moment, excusez-moi, je suis pas francophone, donc il n'y a aucun problème. respecter. Et là, je vois que déjà, ça nous rapporte beaucoup plus de temps. Brièvement. Deuxièmement, tout ce qui est durée de déplacement. Si on pense seulement aux embouteillages, plein de trafic, tout ce qu'on perd du temps avec le trafic à Bruxelles ou en dehors de Bruxelles, je pense que là, on économise et on épargne pas mal de temps. Et tout ce temps, à ce moment-là, va vers plus de loisirs, la vie privée. Je vois que les gens sont beaucoup plus aussi relax. On arrive aussi à trouver plein des moyens créatifs pour faire les réunions. Donc, je vois aussi que plein des aspects digitaux qui sont mis sur place, vidéo, Skype, Télézoom, WhatsApp, etc. Donc là aussi, je vois que tout d'un coup, la digitalisation s'est mise en route. Donc avant, c'était pas possible. Donc tout ça, et je parle maintenant de 3 points, je peux encore continuer, ça arrive quand même à une productivité beaucoup plus élevée. Déjà aussi, si on regarde les coûts de overhead de la société qui pourraient épargner et économiser si on va faire ça pour le futur, parce que j'ai toujours en tête, pas pour le moment, on se retrouve dans cette situation future of work. Donc, tous les coûts qu'on pourrait épargner de overhead de tous les bâtiments de la société. Et là, j'ai fait un calcul et on peut même pas imaginer combien on arrive à être beaucoup plus productif et efficace pour le futur.
Merci Romina, tout cela est très positif, mais est-ce que cela correspond au vécu actuel de tout le monde? Christophe, la Ligue des familles vient de réaliser une enquête sur la manière dont le télétravail est vécu dans le cadre du confinement. C'est parfois difficile. En effet, donc moi je suis Christophe Coculte, directeur de la Ligue des familles. Donc Mhm. en deux mots, ce que c'est la Ligue des familles, donc c'est une association qui défend les parents et qui a pour objectif de transformer la société autour des enjeux famille avec les parentalités comme angle d'attaque. Donc c'est pour ça que je m'exprimerai souvent au nom des parents, puisque c'est le public que l'on vise. Alors de manière générale, on est plutôt favorable au télétravail, avec une série de balises à mettre en place. Donc c'est notre position générale. Par contre, ce qui se passe pour le moment est beaucoup plus difficile à vivre. Donc on se rend compte qu'on est dans un télétravail d'une part qui n'est pas préparé, c'est-à-dire qu'il a été mis en place parfois en quelques heures au sein d'organisations, donc on n'est pas toujours bien équipé, etc. Et par ailleurs, les parents, ils ont des enfants à la maison, ils peuvent pas les mettre à l'école, ils peuvent pas les faire garder, et donc surtout les parents de jeunes enfants se retrouvent vraiment en difficulté. Donc, je vais vous lire ici un témoignage, c'est le genre de témoignage qu'on a reçu assez rapidement et qui nous a permis de nous mettre en mouvement sur cette question-là. Et donc, c'est une maman qui nous dit, je pense qu'on est pas mal de parents dans la situation. Télétravailler avec des jeunes enfants est vraiment difficile, car ils ne savent pas s'occuper tout seuls et ne peuvent pas comprendre la situation. J'ai lu beaucoup d'articles et de conseils sur le télétravail avec des enfants, et cela qui a duré une semaine, donc fin mars. Et en fait, il y a 3500 parents qui ont répondu sur cette étude. Et les enseignements sur le télétravail, parce qu'il bon, y avait d'autres aspects aussi qui étaient présents, mais sur le télétravail, c'est que 8 parents sur 10 disent qu'ils n'arrivent pas à travailler comme ils voudraient, et que par ailleurs, un parent sur deux n'arrive pas à s'occuper de ses enfants comme il voudrait. Alors évidemment, ça a des conséquences. 4 parents sur 10 se sentent angoissés, stressés. 3 sur 10 sont complètement dépassés. Et plus les enfants sont jeunes, plus les parents sont angoissés. Euh, Par ailleurs, les parents des enfants un peu plus âgés, donc 6-17 ans, eux, s'inquiètent davantage au fait de ne pas pouvoir assurer le suivi scolaire, parce qu'évidemment, il y a le travail, il y a s'occuper des enfants, mais il y a aussi le suivi scolaire qui est particulier à cette situation-là. Et évidemment, les familles les plus touchées, ce sont les familles monoparentales, les familles qui sont déjà fragilisées et les parents d'enfants en bas âge. Et donc, en résumé, les parents se sentent contraints de travailler et de s'occuper de leurs enfants en même temps et ils ont l'impression de ne rien réussir à faire convenablement. Euh, donc ça, c'est vraiment un enseignement qu'on doit pouvoir faire pour le futur, c'est que quelle que soit la situation, il ne faut pas proposer du télétravail à des parents qui doivent s'occuper de jeunes enfants. Ça, c'est vraiment une balise très, très importante. Euh, et donc, juste pour aller jusqu'au bout, donc nous avons proposé un congé spécifique pour les gens qui télétravaillent avec des jeunes enfants pour le moment. On attend toujours la réponse du gouvernement, mais toujours une pétition qui est en cours et que vos éditeurs peuvent signer. Merci beaucoup. Bah, clairement, il faudra distinguer la situation du télétravail dans le cadre du confinement, qui est à la fois une expérience, mais quand même une expérience forcée. Il faudra en tirer les bonnes leçons. Mais ce qui nous intéressera principalement aujourd'hui, c'est les leçons structurelles pour demain, et dans quelle mesure, finalement, cette accélération qui a rendu possible cette expérience forcée peut être prometteuse ou non pour penser le travail de demain. De ce point de vue, l'ISA, l'Union de Wallonne des entreprises, semble être favorable au développement du télétravail. Vous y voyez notamment, je pense, une solution pour les problèmes de mobilité. Oui, ça c'est certain que c'est une solution structurelle à la mobilité que l'on défend depuis longtemps, au travers notamment de la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises. Alors effectivement, il faut distinguer le télétravail, enfin voilà, en dehors d'une situation effectivement de crise sanitaire. Donc je pense que là, c'est très très important de pouvoir faire la distinction entre les deux. Mais effectivement, le télétravail, alors avant la situation avant crise, on était à peu près 17% de télétravailleurs en Belgique. Et on voit déjà que ces 17% de télétravail ont un impact favorable sur la situation en termes de mobilité, puisque finalement 17% de télétravailleurs permettent déjà d'avoir 7% de kilomètres parcourus en heures de pointe en moins. Et on estime que si on arrivait à un potentiel, en tout cas probable, de 42% de télétravailleurs en Belgique, on arriverait à réduire le nombre de kilomètres parcourus en heures de pointe d'à peu près 16%. Donc voilà, ce serait effectivement à ce moment-là une solution très efficace et très tangible par rapport aux problèmes de mobilité qu'on connaît dans le pays.
Oui, merci. On aura l'occasion de revenir notamment sur cet impact de mobilité. Les chiffres que vous donnez sont quand même frappants. Ça faudrait dire 1/6 de navettes en moins. Donc, ce serait probablement quelque chose qui fluidifierait fortement l'entrée dans Bruxelles. Je pense que nous sommes beaucoup à savoir ce que ça représente. Mais Olivier, j'imagine que le télétravail pose aussi pas mal de questions du point de vue syndical. Quelle est la position justement des travailleurs? Est-ce qu'on le voit comme étant une forme de futur droit ou peut-être quelque chose qui peut améliorer fortement le bien-être au travail, ou au contraire comme étant une menace, un danger, une exigence d'une plus grande flexibilité encore? Mais je pense que c'est un petit peu l'ensemble de ces éléments ensemble. Tout d'abord, effectivement, je serais d'accord avec les précédents intervenants pour dire que il ne faut pas mesurer le fonctionnement du télétravail à l'aune de cette période de confinement. C'est quelque chose qui, à mon avis, le télétravail était une possibilité de pouvoir justement rencontrer les obligations sanitaires de la crise que nous traversons aujourd'hui. Tant mieux. C'était une bonne chose d'avoir des infrastructures qui nous permettent de justement pouvoir organiser ce télétravail, mais comme M. Cocu l'a souligné, enfin comme Christophe l'a souligné, c'est effectivement très problématique pour les parents de jeunes enfants, mais on se rend compte du caractère exceptionnel de la situation. Alors si on regarde ça d'une manière plus structurelle par rapport à ce que en tant qu'organisation syndicale, nous pensons du télétravail. Tout d'abord, on distingue évidemment le télétravail structurel et le télétravail occasionnel, mais en ce qui concerne le télétravail structurel, c'est au départ, le premier encadrement est une initiative des partenaires sociaux. C'est une convention collective de travail interprofessionnelle qui a essayé d'organiser la manière dont on met en place le télétravail dans une entreprise. Et je pense que c'est sans doute le fil conducteur. On n'est pas dans une logique de droit au télétravail ou d'exigence de la part de l'entreprise pour mettre ces travailleurs en télétravail. Il faut que ce soit quelque chose qui soit convenu entre l'employeur et le travailleur. Le meilleur des cas, c'est avec un encadrement général pour voir pour quelle fonction ça peut être possible. Mais c'est quelque chose qui doit être convenu et où le cadre doit être précisé à l'avance de la manière dont on va exercer le télétravail. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages. Je pense que ça a été précisé pour les questions en rapport avec la mobilité. C'était très intéressant aussi la question de la vidéoconférence en rapport avec le télétravail, où on a un meilleur respect du timing des horaires, où on se rend compte que participer à une vidéoconférence, ça commence à l'heure quand c'est prévu à l'heure, tandis qu'une réunion physique, ça commence en général toujours un petit quart d'heure dans le timing. Enfin, ça dépend de la nature de celui qui organise la réunion. Mais donc, il y a un certain nombre d'avantages. Il y a ces avantages de mobilité, il y a les avantages de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a énormément de risques aussi, enfin pas énormément, il y a des risques aussi en rapport avec cette question-là. Les risques sont plus liés à l'isolement social du travailleur, du télétravailleur, au fait aussi qu'il y a un risque de confusion entre la partie travail et la partie vie privée. Donc ça, c'est important dans l'accompagnement du télétravailleur d'avoir une bonne définition de ce qu'est le temps de travail et de ce qu'est le temps privé pour que les deux ne se mélangent pas trop, mais qu'on puisse faire peut-être des blocs organisationnels dans le cadre d'une journée. Mais je pense que le télétravail consenti, négocié et appliqué dans les entreprises est quelque chose qui va encore augmenter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les retours qu'on a des télétravailleurs des travailleurs qui peuvent télétravailler, parce que c'est encore aussi un autre problème, c'est tout le monde ne peut évidemment pas télétravailler. Les retours qu'on a, c'est plutôt une demande de pouvoir avoir accès à cette modalité qui permet aussi de se concentrer mieux sur un certain nombre de dossiers. Donc, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, je dirais, mais il faut faire attention à la manière dont on met en place le télétravail et la manière dont on le suit au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier tour. Je pense que nous pouvons approfondir ces différents sujets. J'ai un retour dans... Voilà, je pense que quelqu'un avait oublié de fermer son micro, parfait. On pourrait commencer par cette question de la mobilité, parce que les chiffres que vous avez évoqués, Lisa, qui viennent, je pense, d'un rapport du SPF. Tout à fait. Voilà, du SPF Mobilité. Exactement, ils sont frappants. Donc actuellement, redonnons ces chiffres peut-être, il y a 17% des travailleurs qui télétravaillent au moins un jour par semaine, et on pense qu'il y a un potentiel, en tout cas qu'il y avait un potentiel de 42% des personnes qui seraient prêtes à faire du télétravail au moins un jour par semaine. Et ça, c'était
avant la crise, c'était Tout à avant fait. l'expérimentation. On peut peut-être raisonnablement espérer que les facilités accrues et l'expérience de cette crise va permettre que ce qui était inacceptable en termes d'organisation des entreprises va permettre même d'avoir donc un potentiel bien supérieur à ces 42%. Et donc rien que sur la mobilité, ça permettrait de réduire, je le disais tout à l'heure, d'un sixième le nombre de navettes. Est-ce que du point de vue de l'Union wallonne des entreprises, c'est cet impact sur la mobilité qui, on sait, est quelque chose qui pèse lourdement sur l'organisation de nombre d'entreprises, en particulier celles situées dans les grandes agglomérations, à Bruxelles mais également en Wallonie. Donc ça concerne beaucoup d'entreprises, peut-être pas directement celles affiliées à l'Union wallonne des entreprises pour celles qui sont à Bruxelles, mais quand même aussi beaucoup de travailleurs et beaucoup d'interactions entre des entreprises wallonnes et des entreprises bruxelloises. Donc est-ce que c'est vraiment cet argument de la mobilité qui est le plus important pour vous en termes de télétravail? En fait, ce n'est pas l'argument de la mobilité seule. C'est un cercle vertueux qui s'inscrit dans une logique à la fois effectivement d'amélioration de la mobilité en tant que telle. On sait qu'effectivement, à partir du moment où il y a plus d'une heure et demie de temps de trajet, aller et retour, on a un degré de pénibilité certain pour le travailleur qui effectue ses déplacements domicile-travail. Et donc, on sait qu'effectivement, cette pénibilité, elle peut avoir aussi un impact sur la performance effectivement du travailleur en tant que tel, une fois qu'il est arrivé au lieu de travail. Donc voilà, tout ça en fait finalement montre qu'il n'y a pas de télétravail, c'est un petit peu un tout. Il y a la notion effectivement de bien-être aussi du travailleur, la notion de performance. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur le sujet et qui montrent que finalement on a des niveaux de performance travail qui sont similaires ou supérieurs au mode de performance. Donc voilà. Donc cet impact de la mobilité, finalement, c'est une conséquence positive aussi de ces nouvelles façons de travailler qui forment un peu, comme je le disais, vraiment un cercle vertueux par rapport à de nouvelles pratiques de travail et de nouvelles pratiques aussi managériales. Okay. Romina, mais justement, vous êtes souvent dans les entreprises, vous êtes en contact avec eux. Est-ce que juste l'argumentation de la mobilité est une des choses qui est aussi mise en avant dans les entreprises dans lesquelles vous allez? C'est pas seulement l'argumentation de la mobilité, donc il s'agit totalement d'une autre manière de travailler. Donc, si on pense au future of work, c'est aussi la manière de management. Donc maintenant, avant qu'on avait un peu la manière de conservative de micromanagement, maintenant le manager doit un peu laisser l'employé autonome, et ça donne beaucoup plus de liberté vers l'employé. Donc, la liberté pour un employé de dire, OK, c'est le résultat qui compte à la fin. Travailler à la maison, comment tu le fais avec ou sans l'encadrement, et c'est ça qui compte finalement. Donc, c'est l'employé, le leadership qui change dans cette manière, être beaucoup plus créatif. Donc, au lieu de rester sur les tâches, l'employé a beaucoup plus d'autres idées, d'être créatif lors d'être tout le temps encadré par un manager qui le regarde. Et aussi, comme j'ai déjà dit, les réunions, je pense qu'on perd beaucoup de temps lors des réunions sur le télétravail. Maintenant, c'est vraiment focus sur les tâches, et la manière de travailler devient beaucoup plus efficace. Et si on devient beaucoup plus efficace, time is money. Donc, la personne a beaucoup plus de temps libre pour faire d'autres choses. Donc, là, il sera beaucoup plus content et heureux. Donc, c'est notamment le rapport au temps, que ce soit finalement le temps de déplacement ou que ce soit le temps gagné sur le lieu de travail, ce temps que l'on peut réinvestir dans d'autres activités. Oui. Donc, mais Damien, justement, je vois que tu apparais. Tu as des premiers échos, des commentaires qui nous viennent des internautes via notre site Facebook. Exactement. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour faire le relais, être votre relais par rapport aux commentaires que vous mettez sur Facebook, mais aussi sur la plateforme ilferabeaudemain.team, où il y a déjà beaucoup de propositions et de discussions qui ont attrait au télétravail.
Et si je regarde un peu ce qui se dit en ce moment, je pense que globalement, en tout cas l'impression que j'en retire, c'est que beaucoup de gens soutiennent en effet cette idée de télétravail, de plus de télétravail. Il y a par contre en effet plusieurs nuances à apporter. Christophe, par exemple, nous rappelle que le télétravail, c'est bien, mais ça doit être bien pour le bien-être du travailleur et pas seulement pour un souci de rentabilité. Et aussi, beaucoup de personnes, justement, parlent de ce que Romina vient de dire, c'est-à-dire de la nécessité de changer le management et qu'il ne faut pas avoir plus de confiance, comme le propose Régis, que les vieux managers passent du travail vers un travail de projet et des objectifs et ne comptent plus le temps passé au bureau. C'est quelque chose auquel font écho plusieurs personnes. Et donc, vient la question, comment aussi arriver justement à ce changement de mode de management et voilà. Donc, comment changer le management, mais aussi comment arriver à promouvoir ce télétravail, puisqu'on semble tous être d'accord pour en avoir plus. Comment est-ce qu'on y arrive? Et je crois qu'il y a d'autres propositions sur la plateforme, mais que je pourrais toujours répercuter plus tard. Mais restons alors restons avec vous, Romina, sur cette question justement de l'adaptation du management. Est-ce que c'est exactement le genre de choses que vous faites dans les entreprises? C'est conseiller les adaptations de management dans les adaptations d'organisation du travail? Déjà, je place des interim managers, c'est des gens indépendants qui ont déjà une manière mature et indépendante de travailler pour des projets. Mais même, le futur va être des contrats flexibles. On va vers un futur de contrats fixes ou vers des contrats sur freelance. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais à terme, le micromanager, il va disparaître. On va dans un monde totalement différent. Donc, il doit avoir confiance dans ces gens. Donc, s'il n'a pas confiance à ce jour dans ces personnes qui sont quand même là en train de travailler, il doit changer. Et cette mentalité, on est en train de changer lentement, step by step. Parce que si on regarde, par exemple, les Pays-Bas, les autres pays qui sont beaucoup plus avancés dans ce cadre, là, on va vers des managers, des leaders qui donnent une flexibilité et autonomie vers les employés. Et c'est pas ici le télétravail qu'on doit. Ici, on est obligé de le faire. À la fin, c'est l'employé même qui le ferait et ensemble, il trouvera une situation. Donc, le leadership, c'est leadership vers distance et à la fin, plus avec des KPI stricts, plus avec des tâches des cadres. Donc, vraiment, laisser l'autonomie vers l'employé et laisser-le respirer. L'efficacité augmentera. Alors, laissons peut-être les questions liées au contrat du travail pour dans un deuxième temps, mais centrons-nous sur la question justement de cette adaptation du management. C'est quelque chose que les syndicats également soutiennent? C'est un peu plus complexe que cela, je pense, parce que effectivement, il y a un certain nombre de notions centrales qui sont importantes dans cette discussion. La première, c'est effectivement la confiance. Je pense que il faut remettre parce que j'ai l'impression aussi que certaines personnes certains managers sont un peu frileux par rapport au télétravail parce que ils perdent le contact, le regard direct sur un travailleur et à ce moment-là, il y a cette absence de confiance qui apparaît. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans les travailleurs pour mener à bien leur travail. Premier élément. Deuxième élément, aussi important, c'est l'autonomie. L'autonomie, ça ne veut pas dire débrouille-toi pour arriver au résultat. L'autonomie, ça veut dire faisons confiance à la créativité et à l'intelligence du travailleur pour trouver la meilleure voie pour arriver au résultat attendu. Ça, ce sont les éléments positifs, je pense, dans ce qui est formulé. Ce qui m'inquiète plus, c'est lorsqu'on commence à parler évidemment de flexibilité. Et là, j'ai l'impression d'entrer dans une zone beaucoup plus dangereuse, qui est celle où on détermine l'objectif à atteindre et on ne regarde pas le temps nécessaire pour atteindre l'objectif. Et donc là, c'est notre plus grande crainte avec ce genre de nouvelle approche, c'est que l'on sorte d'une logique de dire mais le temps de travail, c'est une notion qui est très floue, et qu'on sorte d'une logique dans laquelle le temps de travail est clairement défini et qu'on arrive vers une situation dans laquelle le temps de travail serait beaucoup plus flou, mélangé avec le temps privé, etc. Et donc, je pense qu'il est aussi nécessaire de fournir une certaine sécurité
aux travailleurs par rapport au volume de travail qui devrait être accompli de manière générale par rapport à la tâche à accomplir. Et je pense que c'est là sans doute un des enjeux les plus importants, pas uniquement du télétravail, mais dans les nouveaux modes d'organisation du travail, justement de faire en sorte que si on travaille par tâche ou par objectif, qu'on arrive à avoir une définition consensuelle de ce que l'objectif correspond au volume de travail qui est attendu et qu'il n'y ait pas une approche en disant, bon, on estime que ça correspondra plus ou moins à temps plein, mais qu'un travailleur devra, pour y arriver, pour atteindre l'objectif fixé, travailler peut-être une fois et demie ou 2 fois le temps de travail attendu. Et donc, cette notion de temps de travail n'est pas contradictoire avec la notion d'autonomie. C'est pour ça que je reste attaché, comme organisation syndicale, à justement une clarification, une approche claire de ce qu'est le temps de travail et de ce qu'est le temps de travail, y compris sous une forme sous une forme de télétravail. Donc, je pense que ce sont les éléments positifs que l'on peut voir dans le télétravail. C'est plus d'autonomie pour les travailleurs et pour les télétravailleurs, mais en faisant bien évidemment attention à ce que cette autonomie ne se transforme pas en confusion totale entre le temps privé et le temps professionnel. Alors, ce risque de confusion entre temps privé et temps professionnel, si les objectifs assignés sont trop lourds finalement par rapport à ce qui peut être raisonnablement attendu d'un travailleur dans le temps normal de travail, c'est quelque chose qui doit être également évoqué parmi vos adhérents, Christophe. En effet, au niveau de la Ligue des familles, on réalise un baromètre tous les 2 ans et on se rend compte qu'au fait, il y a une demande pour avoir une flexibilité qui est choisie, c'est-à-dire une flexibilité qui permette au fait d'être présent au moment important de la vie de l'enfant, que ce soit décider d'aller 1 fois ou 2 fois par semaine chercher son enfant à l'école et pas juste aller le chercher à la garderie, que ce soit de pouvoir exceptionnellement participer à un événement qui se passe à l'école ou à la crèche pendant les heures de travail. On entend que c'est vraiment une demande qui est assez importante. En termes de bien-être, on a lancé une enquête sur la mobilité. J'essaie de faire un peu le lien avec ce qu'on a déjà évoqué. On a fait une enquête sur la mobilité en juillet de l'année passée. Et en fait, les 3 mesures les plus plébiscitées avaient un lien, en fait, pas avec la mobilité, mais avec le fait de ne plus, de moins se déplacer. Et donc, les parents réclamaient un travail plus proche de leur domicile pour 58% d'entre eux, du télétravail pour 55% d'entre eux, et des projets scolaires pour des déplacements des enfants pour 44% des parents. Donc, vous voyez qu'au fait, sur des enjeux de mobilité, les réponses à amener ne sont pas nécessairement plus de transports en commun ou je ne sais pas quoi, mais ça peut aussi, en effet, être sur la question du travail. Et puis, évidemment, quand je vous entends parler des enjeux de management, je peux pas m'empêcher de réagir. C'est vrai que dans les organisations, notamment celles que j'ai eu le plaisir de diriger, eh ben, on se rend compte qu'il y a les parents là qui arrivent maintenant, qui ont entre 20 pour les plus jeunes à 40 ans, qui ont vraiment des attentes très très différentes de la vie que ce qu'on peut avoir dans des carrières plus classiques avec des personnes qui sont un peu plus âgées. Et ces attentes, elles sont clairement d'avoir plus d'autonomie, d'avoir plus de liberté, même de travailler moins parfois, pour pouvoir avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et dans ce sens-là, le télétravail répond à une de ces demandes. Merci beaucoup. Mais donc, et du point de vue de l'Union wallonne des entreprises, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été développée sur justement les transformations de management et surtout cette question de, oui, allez, ça n'est pas quelque chose de nouveau, de faire un management davantage orienté vers des objectifs plutôt que d'un contrôle strict du temps de travail. Je pense que c'est quelque chose qui, indépendamment du télétravail, est une tendance profonde dans la plupart des organisations qui s'y prêtent, en tout cas. Mais ici, en lien avec le télétravail, ça prend effectivement une obligation et une signification tout à fait particulière. Est-ce que donc, du côté de l'Union wallonne des entreprises, il y a un soutien actif, il y a proposé aux entreprises pour pouvoir mettre en place le télétravail et cette adaptation du management? Alors tout à fait, le télétravail n'est qu'une des dimensions effectivement des nouvelles façons de travailler, des new ways of working ou du RO, donc la flexibilité de temps et de lieu, ça fait partie d'une dynamique qui est beaucoup plus large. Excusez-moi, j'ai un truc qui tombe, qui est lié aux nouvelles pratiques de travail. Et effectivement, certes, ce n'est pas nouveau,
mais il y a quand même une révolution qui est en train de se passer depuis quelques années et qui demande quand même effectivement que les chefs d'entreprise puissent être accompagnés sur ces thématiques et ces besoins nouveaux. Et effectivement, à l'Union wallonne d'entreprise, c'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup et qui nous occupe, notamment au travers d'un projet qui s'appelle l'Entreprise en marche, qui est un projet que nous menons en partenariat avec la région wallonne et les pôles de compétitivité et qui vise à inventer l'organisation du futur et à pouvoir mieux outiller en fait les chefs d'entreprise en matière d'innovation managériale. Donc on s'est rendu compte effectivement il y a eu quand même un chamboulement ces dernières années par rapport aux pratiques de travail et aux besoins aussi des nouvelles générations et aussi des générations parfois plus anciennes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les jeunes ou les générations X, Y ou Z qui ont des besoins d'autonomie et qui ont des besoins, je dirais, de pouvoir prendre des responsabilités et travailler dans un cadre de confiance. Il y a aussi effectivement toutes générations qui sont touchées. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a un besoin de pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise sur ces thématiques-là. Et donc, au travers de ce projet, on mène une démarche de sensibilisation au travers de témoignages, notamment, et au travers de groupes de pairs. Donc, tous les mois, bon, évidemment, maintenant, en période de crise, c'est un peu plus compliqué, mais on se réinvente aussi de façon virtuelle. On a des réunions de chefs d'entreprise qui se regroupent pour pouvoir échanger sur ces thématiques et apprendre les uns des autres en matière, effectivement, de nouvelles façons de travailler. Alors, je vous entends parler de sensibilisation, d'incitants, de base volontaire, mais est-ce que finalement, alors ça ne peut pas être source quand même d'inégalités importantes? Quand on voit les chiffres du télétravail actuellement, on remarque que c'est très très différent, enfin c'est distribué de manière très différente selon les secteurs. Alors on peut comprendre que dans certains secteurs ce soit plus facile que d'autres, mais c'est aussi peut-être parce que dans certains secteurs il y a plus de volontarisme que dans d'autres. On remarque que c'est surtout les classes d'âge assez particulières, celle des 35-49 ans, je pense, c'est-à-dire peut-être pas forcément les travailleurs les plus âgés qui sont dans une routine et qui ont plus de difficultés ou qui sont moins amenés à changer leurs habitudes, mais ce ne sont pas non plus les plus jeunes qui ont peut-être encore plus à prouver, qui n'ont pas le capital confiance et la position dans la hiérarchie de l'entreprise qui leur permet de décider de faire du télétravail. Donc il y a peut-être une forte inégalité dans les travailleurs par rapport à cette possibilité de faire du télétravail. Et si d'un autre côté, on regarde quand même ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mobilité, le fait que des entreprises fassent du télétravail a un impact positif sur l'ensemble de la population, l'ensemble des travailleurs. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une politique plus volontariste et donc passer à peut-être une imposition de télétravail ou pas dans un jour semaine comment vous positionnerez-vous par rapport à cela? Peut-être, est-ce que c'est des choses qui sont discutées parfois, Romina? Je rencontre, donc je recrute pas mal des candidats avec XYZ, donc les jeunes. Et les jeunes ont des expectations totalement différentes que notre génération, si je peux dire ça. Donc les jeunes à ce jour, ils attachent beaucoup d'importance à la flexibilité, le temps libre, ils ont envie de voyager à côté. C'est important, mais c'est plus comme avant. Donc, on voit aussi une rotation énorme. Ces jeunes, ils commencent à travailler, c'est des projets, et s'ils n'aiment pas le travail, ils changent. Donc, ils restent pas beaucoup sur une place. Mais quelles sont les attentes des jeunes à ce jour? C'est vraiment avoir une certaine autonomie et de faire ce qu'ils veulent. Donc, à côté de leur travail, ils ont besoin de loisirs, ils ont envie de voyager, ils ont envie de faire plein de choses. Et avec ça, il faut notre leadership et notre mentalité de culture, d'entreprise. Et ça convient bien avec un autre management, mais aussi avec le télétravail. Parce que comme ça, ils sont beaucoup plus libres et faire ce qu'ils veulent. Si on peut attendre, parce que ça, c'est finalement cette génération-là, XY, c'est finalement la génération qui va gérer notre monde demain. Donc, on doit être avec eux et essayer d'avoir des réponses à ça. Et je pense que le télétravail, c'est une réponse dans ce domaine-là.
Est-ce que ça répond un petit peu? Oui, ça répond à l'intérêt du télétravail et fait que c'est sans doute une évolution qui est fortement attendue, notamment par les plus jeunes. Mais dans les chiffres que je mettais en avant, ce ne sont pas forcément eux qui ont le plus facile à pouvoir accéder au télétravail, justement parce qu'ils n'ont sans doute pas encore le capital confiance dans l'entreprise nécessaire pour pouvoir procéder à du télétravail. Et donc, ça pourrait conduire à dire qu'il faudrait instaurer un droit à un jour par semaine de télétravail, par exemple. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que je vois que Christophe veut réagir et puis je ne doute pas qu'Olivier aura quelque chose à dire sur ce mot-là. Alors, je commence par Christophe et puis j'arrive chez Olivier. Oui, merci. Donc, en effet, on se rend compte qu'il y a en fait des freins à l'entrée du télétravail. Et c'est ici qu'on peut vraiment faire le lien avec la crise du Covid-19. C'est qu'en fait, le frein principal, à mon sens, je ne suis pas un expert dans la question, mais c'est ce que je vis comme manager. Le frein principal, il vient de la part des managers qui n'ont pas confiance, qui ont peur, qui n'osent pas. Et ici, comme ils ont été obligés en quelques heures, vraiment, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, de mettre tout le monde en télétravail, eh ben, il y a cette expérience positive dans la plupart des endroits qui va pouvoir rejaillir et dire, ben, vous voyez, vous aviez des craintes, elles étaient non fondées et on va pouvoir, il y a une des propositions qu'on avait fait au niveau de la région wallonne dans notre mémorandum pour les élections ici, c'était justement de suspendre la clause d'ancienneté pour les fonctionnaires au niveau de la région wallonne pour avoir accès au télétravail, puisque c'était considéré, je pense, comme une espèce de promotion ou quelque chose qu'on acquérait après avoir fait une série d'années dans l'administration. Donc évidemment, c'est le genre de choses qui n'est pas bénéfique pour les parents et pour le télétravail de manière générale. Olivier, je n'ai pas entendu de revendication du côté syndical d'un droit au télétravail à ce stade. Non, parce que je pense que d'abord, il faut se rendre compte que quand on discute de ces personnes, de cette jeune génération qui a des attentes par rapport à sa combinaison entre la vie privée, la vie professionnelle, le pouvoir changer plus facilement d'emploi, etc., on vise seulement une partie de la jeunesse et qu'il y a encore une très grande partie des travailleurs qui ne sont pas dans les catégories de personnes pouvant entrer en ligne de compte pour le télétravail et qui, eux, sont souvent dans des situations de fragilité organisationnelle sur le marché du travail et qui sont justement dans des contrats précaires, succession de contrats précaires. Donc, j'ai l'impression que la question du télétravail par rapport aux jeunes va surtout se concentrer sur des personnes à haute qualification. Et donc, c'est simplement pour recentrer le débat et voir que la question du télétravail ne sera pas une question qui pourra être abordée dans toutes les entreprises pour toutes les fonctions, ça on s'en doute bien, mais il y aura de toute façon un plafond. Je pense que le plafond doit sans doute se situer à un tiers des travailleurs pouvant être concernés par le télétravail. Alors, vous aviez posé la question de dire est-ce qu'on est favorable à un droit au télétravail? Je pense que ce qui est le plus important avec le télétravail, c'est justement d'avoir une négociation collective dans les entreprises qui peuvent se le permettre. Mais bon, ça peut être déjà à partir d'une petite structure, d'avoir une négociation collective sur comment est-ce qu'on organise le télétravail de manière collective, pour éviter justement qu'il n'y ait pas une différence d'appréciation entre un manager A et un manager B en fonction d'une pseudo-confiance qu'il n'aurait pas dans certains de ses travailleurs et qu'on ait une certaine approche générale, globale de gestion de l'entreprise pour dire comment est-ce qu'on peut stimuler le télétravail pour ceux qui ont la possibilité de le faire et à ce moment-là pour ceux qui souhaitent le faire aussi, parce que tous les travailleurs ne sont pas nécessairement demandeurs. Mais je pense qu'il y a quand même plus de travailleurs qui sont demandeurs, essentiellement pour des questions de mobilité et des questions de conciliation. Donc, pour résumer, pas en particulier un droit au télétravail, mais avoir une systématisation de la négociation collective sur comment est-ce qu'on organise le télétravail et comment est-ce qu'on ouvre la porte à ceux qui souhaitent faire du télétravail pour l'organiser de l'entreprise en justement mettant en avant cet élément qui est, je pense, central dans toute la discussion, qui est la confiance que l'on doit avoir dans les travailleurs pour pouvoir exercer le travail et cette confiance qu'ils vont mettre en œuvre lorsqu'ils exerceront du télétravail. Lisa, est-ce qu'inversement, certaines entreprises seraient soucieuses ou désireraient, peut-être après l'expérience du confinement, d'imposer du télétravail à certains de leurs employés, pardon?
Je pense que c'est une très mauvaise idée d'imposer le télétravail. Un télétravail doit effectivement être une possibilité qui est donnée aux travailleurs, mais certainement pas quelque chose d'imposé. Et je pense que c'est rarement le cas, à part les entreprises effectivement qui se positionnent comme telles, qui n'ont pas de bureau par exemple et qui emploient des personnes en mode décentralisé, où là c'est vraiment un modèle d'entreprise en tant que tel. Et là, finalement, le travailleur sait qu'en signant dans ce genre d'entreprise, il sera en télétravail permanent. Mais sinon, effectivement, je pense que ça doit être une possibilité qui est laissée à tout un chacun de pouvoir travailler de chez soi. Alors après, effectivement aussi, c'est presque qu'un point de départ, j'ai envie de dire, cette décision-là, mais c'est certainement pas une finalité en soi, parce qu'au-delà de ça, il faut qu'effectivement, il y ait tout un travail de préparation qui soit réalisé aussi dans l'entreprise. On a beaucoup parlé effectivement des pratiques managériales qui doivent être adaptées en mode nouvelle façon de travailler, mais il y a aussi tout ce qui est infrastructure numérique et outils de collaboration à distance, parce qu'on a déjà vu des entreprises dans lesquelles on met en place le télétravail, mais finalement que les outils de collaboration à distance soient adaptés. Et là aussi, effectivement, alors ça peut poser problème lorsque finalement ça devient plus compliqué de travailler à distance que de travailler au bureau. De facto, le télétravail est un petit peu compliqué à mettre en place. Merci beaucoup. Mais donc, c'est essentiellement pour vous les partenaires sociaux et une question d'organisation du travail interne et dans la discussion entre employeurs et employés. Finalement, il n'y a pas d'attente forte par rapport à une intervention publique pour favoriser ce télétravail. Un cadre peut-être. Il existe déjà un cadre juridique aujourd'hui pour organiser le télétravail. Je pense que ce qui pourrait être stimulé, mais ça peut être une démarche qui vient de la part des partenaires sociaux, c'est d'avoir une systématisation du traitement de cette question dans les entreprises. Et donc avoir dans toutes les entreprises concernées une réflexion globale avec les représentants des travailleurs, avec les représentants de l'employeur, pour voir comment est-ce qu'on sait au mieux organiser le télétravail et voir peut-être comment est-ce qu'on peut passer à 1 jour, voire 2 jours de télétravail, peut-être même plus. Je connais certaines entreprises dans lesquelles, où en négociation, ils ont mis en place ces nouveaux systèmes, ils sont arrivés facilement à 3 jours de télétravail avec l'assentiment des travailleurs eux-mêmes. Donc, on était dans une démarche qui était entièrement volontaire et on a vu évidemment qu'avec cette situation de confinement, passer de 3 jours à 5 jours, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de relativement facile à organiser et à mettre en place. Et donc, c'était aussi, face à ce genre de situation de crise, une entreprise qui était sans doute mieux armée que les autres. Ok, mais je pense que nous avons un internaute qui pourrait nous rejoindre dans quelques minutes, c'est d'après ce que l'on me dit. Je ne sais pas s'il est déjà prêt. Damien, es-tu avec nous? Je suis avec vous et nous aurons bientôt le plaisir aussi d'avoir Philippe Tillement avec nous, qui ne devrait pas tarder, mais voilà, encore une petite minute, mais je vous invite à continuer à parler en attendant. Ok, mais alors en attendant, donc moi je comprends bien, mais si je vais me faire l'avocat du diable, en insistant justement sur les bénéfices pour la collectivité, en restant sur l'exemple de la mobilité. Si imaginons que je caricature, mais que les bouchons disparaissent demain, si tout le monde passait, je caricature de nouveau, mais tout le monde passait à 1 jour par semaine de télétravail, est-ce que ça ne justifierait pas alors une action plus forte avec au minimum des objectifs assignés aux partenaires sociaux pour atteindre un certain pourcentage de télétravail qui soit organisé? Parce que quand on sait le coût, par exemple, que représente le fameux développement du RER ou le développement des transports en commun de manière plus large, enfin donc nous avons un véritable problème collectif qui pourrait justifier une intervention publique plus forte. Bon, j'y vais à la provoque, hein, mais voilà. Et quelle réaction par rapport à cela? Oui, je pense que si on veut que ça progresse, on peut trouver des manières de l'encourager, par exemple avec de la stimulation fiscale sur l'organisation de cette forme de travail. Mais l'imposer, je ne le vois pas dans notre fonctionnement de la concertation sociale en Belgique. Je pense qu'il faut la stimuler, il faut l'encadrer, et en faire la promotion, ça c'est une chose tout à fait possible, mais ça n'est pas dans notre manière, je pense, de fonctionner dans nos relations sociales en Belgique et de dire vous devez mettre en place dans toutes les entreprises
pour résoudre la question de mobilité, le télétravail. On peut le stimuler, en faire la promotion, s'engager à essayer de mettre cette question-là systématiquement sur la table et à avoir le maximum de personnes qui sont en télétravail, oui, mais je ne le vois pas sous une forme d'une obligation contraignante. Même point de vue, je suppose, pour Lisa, mais je vois que Christophe veut réagir. Oui, juste pour dire qu'en effet, j'ai vu ce matin que suite en effet à cette question du Covid-19, le gouvernement wallon souhaitait mettre en place une task force pour favoriser le télétravail au sein de l'administration. Moi, je crois qu'il faut quand même être prudent sur l'aspect obligation. On est quand même avec des personnes, et en fait, les personnes réagissent très, très différemment au télétravail. Ici, je m'exprime plus en tant qu'employeur, parce que la Ligue des FMI, c'est quand même une soixantaine de personnes. On voit très bien que le télétravail ne convient pas à tout le monde, qu'il y en a qui se sentent extrêmement isolés, qui ont du mal au fait simplement à pouvoir rentrer dans ce mode de fonctionnement. Et ça doit pouvoir être entendu, c'est-à-dire le télétravail a plein d'avantages comme on les a entendus, mais il n'a pas que des avantages. L'un des désavantages étant que c'est pas toujours à la demande du travailleur de pouvoir être dans un cadre comme ça. Donc on l'entend bien, à la base volontaire paraît essentiel. Je suppose d'ailleurs que, Robia, vous n'avez jamais constaté, il n'y a jamais eu de demande plus forte ou de tension qui apparaissent dans les entreprises quand il y a une volonté là d'imposer le télétravail aux travailleurs? Mais je pense que surtout si je parle pour la partie Flandre et en général même à Bruxelles, il y a dans plein de multinationals où c'est déjà normal de travailler de la maison. Si on parle des générations X, Y ou même la plus grande, c'est une question qui va au fur et à mesure évoluer. Et je pense que ce sera évident que ça va s'être. Évidemment, le contact humain reste très important. Ça, on est sûr. Et surtout maintenant, on en manque. On est un peu dans une situation spéciale, disons ça entre parenthèses, et surtout pour les cas isolés. Donc, mais ça reste une évolution qui va venir au fur et à mesure et normale et volontaire des deux côtés même, de l'entreprise et de l'employé. Ok, et en attendant toujours l'arrivée de notre invité, quelles sont les implications d'un point de vue contractuel? Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure, est-ce qu'il y a donc des modifications qui devraient être faites dans les contrats de travail, dans le statut des travailleurs pour permettre ce télétravail? Olivier? Non, ça existe déjà actuellement. Il y a deux types de télétravail. Le télétravail structurel qui est organisé entre autres par la Convention collective de travail numéro 85 du Conseil national du travail, déjà une convention qui a déjà un certain temps, mais qui anticipait déjà sur cette question-là et qui nécessite dans cette situation-là d'avoir un avenant écrit. Encore une fois, c'est arriver à définir quels sont les droits et les obligations de chacune des deux parties et toujours basé sur le volontariat. Et donc l'idée, c'est de convenir à l'avance quelles vont être les modalités de la manière dont on va exercer le télétravail dans la période à venir, avec toujours aussi souvent, et c'est important, la période de réversibilité. Comme Christophe l'a souligné, effectivement, dans nos expériences, nous sommes aussi des employeurs. Dans nos expériences, on a aussi eu l'occasion de se rendre compte que le télétravail n'intéresse pas tout le monde. Certains ont besoin d'avoir ce contact social quotidien avec leurs collègues. Donc, il faut justement avoir aussi cette possibilité de réversibilité, et c'est ce qui existe dans les modalités de télétravail structurel. Et donc là, il est aussi prévu de convenir des différentes modalités d'exercice du télétravail, d'avoir une indemnisation de certains coûts liés au fait que le travailleur reste chez lui pendant la période de télétravail. Il y a aussi une couverture en matière d'accident du travail, et il y a aussi le fait que ça n'est pas un lieu de travail appartenant à l'employeur, mais qu'il y a la possibilité de faire venir les conseillers en prévention aussi dans son domicile pour, si on veut, aménager le lieu de travail par rapport à, son domicile et son lieu de travail par rapport à cela.
Et à côté du télétravail structurel, on a le télétravail occasionnel qui a été, je pense, introduit par la loi sur le travail faisable et maniable. Et ce télétravail occasionnel, c'était plus pour répondre à des situations de crise, à la fois en termes individuels ou en termes de grève. Ça, c'était quelque chose qui a été rajouté par le gouvernement au dernier moment. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on était spécialement demandeur, mais qui permet justement de s'organiser sans avoir un cadre structurel prévu à l'avance, mais pour des tâches ponctuelles, pour pouvoir télétravailler de manière ponctuelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cadre légal existe, et c'est ce que j'ai insisté, c'est ce sur quoi j'insistais, c'est le fait de dire que si on veut stimuler le télétravail, on a un cadre légal qui existe, mais on a un besoin d'avoir cette question traitée par les organes de concertation de l'entreprise, par le conseil d'entreprise, par le CPPT aussi. Et donc, c'est important de pouvoir baliser l'ensemble. Et si on balise l'ensemble, à la fois collectivement et individuellement, je pense que cela pourra très bien se passer. Ça se passe déjà très bien dans certaines entreprises et ça pourra se développer encore plus, je pense. Merci beaucoup. Romina, vous demandiez la parole. Oui, parce qu'ici, je pense qu'on doit vraiment séparer deux choses. On a des différences entre les différents secteurs, premièrement, et aussi des différences de fonctions. Par exemple, des fonctions des sales, c'est depuis des années qu'ils travaillent à la maison, sans contrôle. Ils sont dehors, ils sont en front d'office avec des clients. Donc, c'est évident qu'ils travaillent beaucoup à la maison. Et ça date depuis longtemps. Pensons aux gens de relationship bankers, etc. Donc, je pense qu'on doit vraiment faire la différence entre des gens qui sont vraiment dans le support, back office, et aussi les autres, par exemple, les ouvriers vraiment besoin. Et puis, il y a le front office. On ne peut pas contrôler des gens parce que si on commence à contrôler des gens quand ils sont chez soi ou pas, travailler chez un client, on travaille. Et après, on peut rentrer. Donc, ça date depuis tellement longtemps, c'est le télétravail et la liberté de travailler result-oriented, que je trouve que ça peut rester un peu conservatif. Et même allez, pour le client même, l'entrepreneur même, il est souvent demandeur de dire, OK, vous avez vu un client, s'il te plaît, ne rentre pas au bureau parce que tu perds du temps. Je préfère que tu restes à la maison pour faire ton rapport, sans contrôler, sans rien, sans engagement et sans mettre quelque chose de légal dans le contrat. Cet contrat légal avait 40 heures par semaine et result oriented. Donc, il faut vraiment faire la séparation entre les jobs et les secteurs. Mais la distinction que vous faites, parfois, se traduit par une distinction dans le mode de rémunération. Les commerciaux auxquels vous faites allusion sont parfois d'ailleurs une rémunération davantage au résultat. Donc, on voit bien qu'en tirant sur le type de management, en jouant sur davantage un management par objectif et une évaluation par résultat, on tire toute la pelote de laine de la manière dont notre travail est organisé, dont on est rémunéré. Donc, ça a effectivement des implications quand même très larges à travers simplement cette question a priori anodine du télétravail. Damien, est-ce qu'il y a des réflexions, des commentaires de nos auditeurs? Tout à fait, beaucoup de réflexions par rapport à ce débat. Je pense qu'une première réflexion que je peux raccrocher à la discussion que vous venez d'avoir sur ce que l'État peut faire pour promouvoir le télétravail, c'est celle de l'encourager davantage ou l'imposer peut-être dans le secteur public. Vous avez parlé là du secteur privé. Qu'en est-il du secteur public, là où l'État a son levier? C'est une proposition qui a été faite sur la plateforme ilferabeaudemain.team et sur laquelle les spectateurs peuvent bien entendu aussi participer en plus de commenter sur Facebook. Il y a aussi le sujet, et là peut-être c'est en lien avec ce que toi tu disais Laurent, c'est de toute la question du stress au travail. Plusieurs personnes soulignent le fait qu'il y a de plus en plus de stress, en tout cas ils observent, ils pensent qu'il y a de plus en plus de stress et que les travailleurs sont mis sous pression. Comment réduire ce stress? Est-ce que le télétravail est un moyen de réduire ce stress? Et par rapport à ça, Philippe Tillement, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, lui disait le télétravail, ok, mais ça ne doit pas être une notion de présence 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Voilà, alors peut-être la question aussi qui se pose, c'est quelle est la part maximale de télétravail? Qu'est-ce qui reste sain? Beaucoup de gens aussi disent qu'il est important de continuer à avoir des rapports avec ses collègues, de faire des réunions, etc. Donc finalement,
combien de jours peut-on télétravailler réalistiquement? Là, nous le faisons peut-être à temps plein, mais après la crise, quel doit être notre objectif? Voilà, ce sont quelques-unes des réflexions, des propositions et des questions que les spectateurs et les internautes sur ilferabeaudemain.team qu'ils nous partagent. Merci Lisa, notamment sur cette question du bien-être au travail. Est-ce qu'il y a eu des études faites sur le lien entre télétravail et moins de burn-out, par exemple? Il y a eu plusieurs études qui ont été menées qui montrent clairement que le fait de pouvoir télétravailler 1 à 2 jours semaine permet effectivement d'améliorer le bien-être et d'améliorer la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc, très certainement, ça a un impact favorable. Maintenant, effectivement, tout ça, je disais, est lié aussi à la façon dont ce télétravail est mis en place. Effectivement, il faut qu'il soit mis en place dans de bonnes conditions pour ne pas être générateur de stress. Donc, il faut qu'il y ait aussi des bonnes pratiques qui se mettent en place. C'est vrai qu'ici, on voit des organisations qui ont mis en place le télétravail depuis plusieurs années sont dans un mode de routine et de bon fonctionnement. Et puis, celles qui, ici, maintenant, sont en télétravail forcé et sont en train d'apprendre vraiment sur le tas aussi et probablement un nombre d'erreurs qui sont commises. C'est certain que travailler de la maison nécessite d'avoir de bonnes règles d'hygiène, je dirais, de travail à la maison et de pouvoir respecter un certain nombre de principes pour pouvoir se préserver soi-même en tant que travailleur. Donc, ça veut dire pouvoir se fixer un horaire de travail quand bien même on est à la maison, pouvoir à un moment donné effectivement fermer l'ordinateur pour clore cette journée de travail, de pouvoir aussi alterner, gérer les moments de vidéoconférence avec plus de travail de fond. Donc c'est vrai que il y a un certain nombre de règles qui préconisent par exemple de passer 4 à 5 vidéoconférences par jour, pas plus, parce que sinon, effectivement, on a vraiment une surcharge aussi mentale qui peut s'accumuler. On a aussi la notion des outils. Donc, c'est très, très important de pouvoir avoir prévu à l'avance au niveau de l'entreprise, quels sont les outils qui vont être mis à disposition des travailleurs pour travailler efficacement et alors de pouvoir faire en sorte que tous les travailleurs maîtrisent ces outils avant de mettre en place le télétravail. Donc, effectivement, ça nécessite un travail préparatoire aussi assez important. On a aussi les notions de mentorat entre travailleurs plus expérimentés dans les usages numériques et les travailleurs peut-être un peu moins expérimentés, où on a certains qui peuvent aider d'autres dans ces nouvelles pratiques et ces nouveaux usages. Mais donc voilà, tout ça effectivement nécessite de pouvoir être préparé à l'avance et de suivre un certain nombre de règles, de bonnes pratiques pour que tout ça se déroule dans de bonnes conditions. Bonjour, je vois que nous sommes rejoints par un invité. Je vous laisse vous présenter. Mon nom est Philippe Tillement. Voilà, nous vous attendions. Voilà, j'ai eu quelques problèmes techniques. Il n'y a pas de problème. Merci d'être là. Voilà, là où je voudrais intervenir. On vous entend. Oui, donc mon nom est Philippe Tillement et je pense qu'il y a deux manières d'envisager le télétravail. Le premier, c'est un télétravail concernant un travail assez répétitif ou quantitatif. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Et donc là, un contrôle indirect est assez facile à être effectué par un management. Maintenant, une autre manière, c'est un travail de recherche, d'études ou de management. J'en ai fait effectivement. Et là, j'ai été confronté à un management qui, peu importe les heures et peu importe ma période de travail ou de vacances, me demandait des travaux qui étaient toujours faisables puisque tous les renseignements se trouvaient sur Internet. Et donc là, je n'avais aucune possibilité de refuser de ne pas faire un travail. Et donc là, ça devient quand même assez embêté puisque nous ne sommes plus, dans ce cas-là, nous ne sommes plus jamais libres de notre temps privé par rapport à notre temps de travail.
Merci beaucoup Philippe. Ça, je pense que ça rejoint fortement une inquiétude qui avait été déjà soulignée tant par Christophe et par Olivier. C'est bien le télétravail, mais ça s'accompagne d'un management qui doit être orienté sur les objectifs et dès lors, il faut que les objectifs tiennent compte de ce qui est réaliste dans un temps de travail qui reste celui qui est prévu contractuellement. Et donc, effectivement, ça pose aussi la question du contrôle, j'ai envie de dire, mais aussi du contrôle du management. Donc, pas dans sa manière à signer des objectifs. Et je ne doute pas que de ce côté-là, on pourrait compter sur les syndicats, normalement, notamment pour jouer en tout cas pour tenir à l'œil ce risque de débordement. Mais c'est aussi peut-être une des choses que l'État, dans un cadre législatif, devrait pouvoir s'efforcer de baliser. Je ne sais pas si quelqu'un voulait apporter un élément complémentaire de réponse à l'interpellation de Philippe. Je pense que nous avions déjà largement évoqué ce sujet. Merci beaucoup Philippe, en tout cas pour ce témoignage. Romina, je voudrais revenir vers vous une dernière fois, peut-être pour ne plus tellement forcément parler du télétravail, mais des autres formes de mutation des organisations du travail à laquelle on peut s'attendre dans les prochaines années. Le numérique permet le télétravail, mais j'imagine que ça peut transformer aussi en profondeur d'autres aspects de l'organisation du travail, ou peut-être y a-t-il d'autres évolutions qui sont également prévisibles, indépendamment d'ailleurs de la numérisation. Est-ce qu'il y a d'autres donc tendances fortes dont vous pourriez nous faire part? Mais par exemple, la demande des contrats flexibles. Donc, comme vous savez, le talent devient très rare dans le monde de War of Talent. Donc, on trouve tellement difficile le talent. Donc, je pense que là, à terme, on va avoir des freelance mix avec des contrats permanents parce que finalement, l'entrepreneur, il veut trouver la perle rare souvent. Et là aussi, je pense que à terme, on va trouver les freelancers et les contrats permanents. Qu'entendez-vous par freelancer? Les freelancers sont des gens avec un statut indépendant, donc qui ont un statut indépendant et qui sont mis sur un projet dans une société. Souvent, c'est pour un projet temporaire ou un change ou un crisis, mais ça peut aussi être par exemple, pour faire un bridge, faire un contrat permanent. Et on voit de plus en plus des gens indépendants, même des gens beaucoup plus jeunes qui sont sur le marché à ce jour et qui se lancent comme indépendants. Donc aussi ça pour avoir l'autonomie et la flexibilité. Et là aussi, on voit une demande quand même en croissance énorme. Si on voit les chiffres de Federgon, il y a un x3 de l'année passée et ça ne fait que d'augmenter si on regarde les chiffres de Federgon, de l'interim management et des freelances. Donc là aussi, on voit totalement une perturbation, totalement un changement de travail vers le flexible et le fixe. Donc aussi ça fait une évolution dans tout ce qui est télétravail, digitalisation, la robotisation des jobs. Donc, il y a plein de jobs qui vont être robotisés. Il y a l'expertise qui va être là, mais les soft skills vont être beaucoup plus importants pour le futur. Donc, il y a aussi la manière de lifelong learning. On va devoir tout le temps en train de learning. L'apprentissage tout au long de la vie, tout au long de la carrière. Et aussi ça, on va avec le lockdown, on est on voit partout des webinaires et des plateformes qui se proposent pour apprendre parce que les gens maintenant ont un peu plus de temps à cause du télétravail, à cause du lockdown, de apprendre. Et ça, c'est le futur. On va être le CEO de notre carrière et on va avoir à entreprendre nous-mêmes pour développer justement le futur du work. On voit bien, je trouve, qu'avec cette question du temps libéré par le télétravail, par ces adaptations, il va y avoir peut-être un nouveau conflit, c'est de savoir à quoi ce temps sera utilisé. Est-ce que ce temps va être justement repris pour
pour la carrière professionnelle, ne fût-ce pas forcément directement pour son employeur, mais parce que l'on va devoir faire des formations complémentaires ou qu'on va s'obliger à faire des formations complémentaires pour renforcer ses compétences et rester le plus attractif possible sur le marché du travail, ou bien est-ce que ce sera du temps libéré pour soi, pour sa famille, pour une forme d'épanouissement? J'imagine que c'est une tension qui doit vous interpeller, Christophe Cocu. Donc, oui, deux réflexions suite à l'intervention précédente. En effet, on est content pour le moment, avec des familles, on essaie de travailler un maximum sur les droits et avantages des indépendants. Parce que c'est vraiment un secteur qui est très, très compliqué en termes de. Enfin, il y a très, très peu d'indépendants qui prennent des congés parentaux, qui prennent l'intégralité de leur congé paternité, etc. Et c'est vraiment, s'il y a une augmentation importante du nombre d'indépendants, il faut vraiment qu'il y ait une bonne couverture sociale et qu'il y ait un bon accès en fait, à une série de droits que les employés ont de manière plus facile. Donc ça, c'est une chose. Sur l'autre partie, j'ai oublié la question. Justement, ce temps libéré, pardon, j'avais coupé mon micro, ce temps libéré, est-ce que finalement, est-ce qu'il va y avoir une forme de conflit pour savoir à quoi ce temps libéré va être utilisé? Est-ce qu'il va être utilisé de manière contrainte ou auto-contrainte à renforcer ses compétences professionnelles, ou bien est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour sa vie privée et sa vie familiale en particulier? Donc, je ne suis pas un expert en la question, évidemment, mais il y a une réflexion qui me vient, c'est qu'on n'a jamais eu autant de temps libre, on n'a jamais eu autant l'impression de faire plein de choses en même temps. Donc, je pense que les travailleurs auront des idées pour remplir ce temps. Et en tout cas, les parents, s'ils suivent toutes les demandes qu'ils nous font, ils vont passer plus de temps avec leurs enfants, plus de temps de qualité au fait avec leurs enfants, quand leurs enfants sont plus disponibles, quand ils sont moins fatigués. On sait très bien que les heures entre 18 et 20 heures, en fait, c'est assez l'enfer pour les parents et les enfants parce que tout le monde est fatigué. Il faut à la fois faire les bains, faire les devoirs, vite terminer, faire à manger, mettre au lit. Et si ce temps-là est un peu plus long, on passera plus de temps de qualité, en tout cas entre les enfants et les parents. Oui. Oui, si, je pense, pour rebondir sur ce dernier élément, effectivement, je pense que, allez, en tant que syndicat libéral, avec le sens du libéralisme, à savoir la primauté aussi de la liberté individuelle, sans oublier la solidarité, bien évidemment, je pense que ce qui sera important dans ce temps libéré, c'est que ça soit un temps réellement choisi par le travailleur. Et donc, en fonction de son besoin, qu'il puisse faire ce qu'il souhaite et qu'il ne se voit pas imposer, par exemple, par son entreprise de dire, tiens, ben, dans ce temps libéré, tu vas prendre sur ton temps libre pour suivre telle formation, pour faire telle tâche. Donc, je pense que ce qui sera vraiment important, c'est que chaque personne, chaque travailleur puisse décider en connaissance de cause à ce à quoi il va affecter ce temps libéré. J'aurais aussi souhaité, juste par rapport à l'intervention de Romina tout à l'heure, préciser encore que de voir de qui est-ce qu'on discute ici. J'ai l'impression que souvent, on discute d'un groupe relativement restreint de travailleurs et qu'on ne vise pas l'ensemble des autres travailleurs. Je ne parle pas uniquement dans le groupe de ceux qui peuvent télétravailler, je vois dans l'ensemble des travailleurs. Et je vois aujourd'hui énormément de différences dans la structure organisationnelle des entreprises. On a des gens extrêmement qualifiés, c'est une excellente chose, extrêmement qualifiés qui sont maîtres de leur destin et qui peuvent jouer sur la base de différents statuts. Quand on parlait de freelance, ce sont des indépendants, mais ce sont eux qui ont fait réellement ce choix. Et de l'autre côté, on va se retrouver aussi avec des pseudo-indépendants qui vont faire des boulots qui normalement devraient être des boulots de salariés. Quand on voit aussi avec cette période de confinement, tous ceux qui font les petits travaux de livraison, les Deliveroo, les Uber Eats, etc., pour ne pas citer des marques, ces personnes-là travaillent aussi avec soi-disant statut d'indépendant, sont aussi dans l'application de nouvelles technologies. Ce sont des gens dont on ne se préoccupe pas énormément aujourd'hui et qui méritent plus d'attention. Mais c'est peut-être le cas d'un autre débat, c'est pas la question du télétravail, mais c'était juste pour dire que nous avons une part de discussion qui concerne peut-être un tiers de la population qui peut télétravailler dans le télétravail. Et dans cette notion de personnes qui peuvent télétravailler, il y a des hautement qualifiés. Et donc, il ne faut pas limiter l'ensemble du débat
à uniquement ces personnes hautement qualifiées. C'est un élément important dans le fonctionnement de la société, mais il faut essayer d'étendre le débat de manière beaucoup plus large par rapport aux attentes des travailleurs, qu'elles soient des personnes qui vont télétravailler plus demain ou qui sont des personnes qui n'auront pas la possibilité de télétravailler, qui sont souvent dans des situations précaires et fragiles. Et je pense aussi en particulier à la fois aux plus jeunes, moins qualifiés, et aux femmes avec des contrats à temps partiel. Oui, c'est clair que l'accès au télétravail ne sera pas le même pour tout le monde et que ça peut être une source de nouvelles inégalités en définitive dans les situations vécues par différents types de travailleurs. Du côté de l'Union wallonne des entreprises, est-ce que vous constatez, à côté du télétravail, d'autres formes d'organisation du travail qui sont en train de se mettre en place de manière importante pour l'instant? Ben, c'est vrai qu'il y a une tendance, effectivement, à certains à devoir, effectivement, avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité dans le travail. C'est vrai qu'effectivement, on a de plus en plus, effectivement, des profils d'intrapreneurs qui se développent en entreprise, c'est-à-dire des envies, finalement, de développer pour l'entreprise presque des projets entrepreneuriaux. Mais sous statut de salarié. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus se développer dans les entreprises et qui correspondent à la fois à de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons aussi d'innover, qui sont orientées vers plus de créativité, plus d'autonomie voilà, pour travailleurs, et qui permettent véritablement de pouvoir, d'une certaine façon, concilier effectivement cette envie voilà, d'entrepreneuriat tout en restant salarié. Ok, merci beaucoup. Je vous propose de conclure chacun à votre tour, peut-être sous la forme d'une suggestion ou d'un conseil pratique quant à la bonne manière de mettre en place le télétravail auprès des employeurs ou auprès des travailleurs. Je peux commencer par vous, Romina? Mais en général, conclusion, c'est ça? Oui, mais conclusion et peut-être en proposant un conseil pratique, une suggestion que vous auriez envie de faire, soit à l'intention des travailleurs, soit à l'intention des employeurs qui souhaiteraient mettre en place ou pour pratiquer le télétravail. Mais je pense que, comme je vous avais déjà dit, je suis favorable pour le télétravail, mais le contact humain reste très important. Donc, je pense qu'il faut évoluer. Donc, on a commencé avec le virus. Malheureusement, il y a toujours une crise qui doit se faire avant qu'on change vraiment quelque chose. Donc, on a commencé ce changement et j'espère vraiment qu'on va évoluer vers ce changement au niveau de télétravail, au niveau de management et à tous les niveaux, d'être beaucoup plus flexible, de laisser l'employeur et l'employé autonomes et d'évoluer vers le bien-être des deux personnes. Et je pense que ça, c'est très important. On a commencé maintenant, s'il te plaît, ne tombons pas dans les anciennes habitudes. Avec l'humain, le contact humain qui reste évidemment important et chaque cas est différent. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Christophe, est-ce que vous avez vous aussi une suggestion, un conseil? On ne vous entend pas. Voilà. Voilà. Donc j'ai une double conclusion. La première, c'est que en fait, le télétravail, c'est bon pour la mobilité des familles, c'est bon pour la conciliation des temps des familles, c'est bon pour récupérer du temps pour les familles qu'elles passent des temps de qualité ensemble. C'est un des outils de la conciliation des temps. Il y en a d'autres, comme la flexibilité choisie, comme le fait de mettre en place des politiques RH qui sont favorables à la vie des familles, comme limiter le nombre de réunions qui se déroulent après 16h30 et toute une série d'autres pratiques qu'il est important de pouvoir mettre en place pour pouvoir faire de la conciliation des temps. Et je voudrais aussi, donc c'était ma première conclusion, et la deuxième, elle s'adresse plus aux entrepreneurs et aux employeurs ici et maintenant, c'est-à-dire dans le cadre de ces crises, il faut s'assurer que les travailleurs sont dans les bonnes conditions pour travailler. C'est extrêmement compliqué pour des parents avec jeunes enfants de pouvoir faire du télétravail. Et en fait, ça invisibilise aussi le travail non rémunéré qui est la garde d'enfants et qui est majoritairement, vraiment quasi exclusivement un travail qui est réalisé par des femmes. Et donc, à nouveau,
je sais bien que ça fait un peu féministe de le dire comme ça, mais à nouveau, on invisibilise une partie du travail que réalisent les femmes et c'est important de pouvoir aussi le mettre en avant aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Olivier, de votre côté, quel est le point d'attention principal peut-être? Oui, le point d'attention principal, je pense que c'est si la crise ici nous a permis, effectivement, comme ça a déjà été souligné, de se rendre compte que le télétravail peut générer de la confiance. Et que donc, au sortir de la crise, lorsque on en rediscutera, on devra en rediscuter de manière collective, parce qu'on aura eu l'expérience de ce que dans certaines entreprises, cela se passe correctement et que l'on peut faire confiance aux travailleurs. Et donc, je pense que ça sera sans doute un accélérateur de la discussion au niveau des entreprises pour la mise en place et la généralisation du télétravail. Nous sommes aussi très sensibles et très attentifs à la qualité au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail via les organes de concertation qui existent dans les entreprises. Mais j'ai entendu aussi des éléments positifs de la part des employeurs de dire que c'est aussi une responsabilité qu'ils prennent en charge de justement garantir cette qualité de vie au travail, justement avec ces éléments sur la définition claire entre la sphère de travail et la sphère privée. Donc je pense que le télétravail, le nombre de télétravailleurs sera certainement supérieur à 17% lorsque l'on sortira de cette très grave crise. Merci beaucoup. Lisa, vous pensez aussi que nous allons rapidement augmenter le nombre de télétravailleurs et que les entreprises vont pousser à cela, mais quels conseils pratiques alors donneriez-vous aux entreprises soucieuses de faire le pas? C'est vrai qu'effectivement, on peut espérer que ce télétravail forcé pourra après inciter des entreprises à mettre en place le travail de façon plus structurelle et effectivement plus privée, parce que c'est vrai que c'est cette séparation qui est très important dans la mise en place réussie du télétravail et ça nécessite effectivement qu'il y ait au temps de préparation des aspects humains et de maintien de la communication au sein des équipes que des aspects effectivement aussi d'utilisation des bons outils pour pouvoir justement faciliter ce travail à distance. Également aussi, il ne faut pas oublier un aspect important, c'est également la question de la cybersécurité qui n'est pas négligée aussi, on l'a vu avec les polémiques qui sont sorties ces derniers jours sur l'utilisation de Zoom, par exemple. Donc là aussi, il va y avoir un travail, à mon avis, aussi d'information et de préparation des entreprises en matière de cybersécurité et de pouvoir aider les entreprises aussi à pouvoir mieux se préparer en matière par rapport à la sécurité aussi de leurs données. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier pour ce débat très riche. Je retiens que le télétravail est probablement une solution incontournable pour le travail de demain, mais que ça devra se faire fondamentalement sur une base volontaire, que ça pose quand même de diverses questions d'égalité entre les travailleurs, que ça demandera sans doute une adaptation du management, qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui surgissent, de questions qu'il faut aborder lorsqu'on généralise ce télétravail, et notamment par exemple, Lisa vient de faire référence à la question de la cybersécurité. Maintenant, je vois aussi que cela peut être, c'est par là que nous avions commencé, c'est par là que je terminerai, donc ça peut être un élément essentiel dans une stratégie de mobilité, mais le plus important, c'est sans doute que c'est le temps retrouvé, le bien-être que cela pourrait bien apporter aux travailleurs. Ça doit être une des réponses quand même, peut-être, s'il est bien encadré, à ce qui devient quand même un des mâles les plus importants du monde du travail aujourd'hui, c'est le burn-out qui prend des proportions sans cesse plus inquiétantes dans le monde d'avant le coronavirus et probablement sera encore un des problèmes principaux après la crise et notamment lorsqu'il y aura une volonté de relancer, peut-être de rattraper le temps perdu. Donc la question de la qualité de vie au travail sur toutes ces dimensions sera certainement un point d'attention. Le télétravail est un des éléments, mais seulement un de ces éléments d'une problématique bien plus large. Merci beaucoup et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un troisième débat confiné, toujours sous cette formule expérimentale. Bon courage à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.